Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle balade dans ce musée à ciel ouvert qu'est Paris. Laissons-nous guider aujourd'hui par ceux qui ont su immortaliser la ville avec leurs pinceaux. Promenons-nous aujourd'hui aux couleurs de Paris. Boulevard Montmartre, Camille Pissarro. En 1851, sur le boulevard, y était exposé le lingot d'or de la loterie des lingots d'or, une célèbre loterie à vocation politique. Cette loterie, dont le gros lot était constitué d'une valeur de 400 000 francs, exposait boulevard Montmartre, l'argent récupéré par la loterie permit en réalité aux autorités d'envoyer à San Francisco aux États-Unis plus de 3 300 chercheurs d'or français. La loterie était en réalité truquée. Son ambition réelle était d'évacuer de la capitale ces indésirables. Boulevard de Clichy, Vincent van Gogh. Le boulevard résulte de la fusion en 1864 des boulevards et chemins de ronde qui suivaient extérieurement et intérieurement le mur des fermiers généraux. L'objectif de ce mur était de percevoir un impôt sur les marchandises qui entraient en ville. Rue Le Pic, Vincent van Gogh. La légende raconte que Napoléon Ier lui-même, curieux de rencontrer le télégraphe Chappe installé sur le clocher de l'église Saint-Pierre, emprunta un matin ce chemin. La pente était raide. L'empereur dut descendre de cheval à la hauteur de l'actuelle place Émile Goudot et terminer à pied. Cette aventure aurait été à l'origine de la décision d'aménager un accès sur une pente plus douce, le chemin Neuf, qui deviendra plus tard la rue Le Pic. Bal du Moulin de la Galette, Auguste Renoir. Le Moulin de la Galette est en réalité constitué de deux moulins à vent, le Blutefin et le Radet, entre lesquels s'est ouvert un bal public qui prendra le nom de Moulin de la Galette. Ces deux moulins sont perchés sur un petit tertre au milieu du maquis de Montmartre, sur lequel les Romains avaient autrefois établi un temple dédié au dieu Mars. La place du Tertre, Lucien Genin. Cette place est le centre de l'ancienne commune de Montmartre et existait déjà au XIVe siècle. C'est aussi une place au cœur de l'histoire de Paris à la fin du XIXe siècle. À la fin du siège de Paris, une partie des 171 canons sont stockés sur la butte. Le 18 mars 1871, c'est d'ailleurs une tentative de retirer ces canons qui est à l'origine d'une importante émeute annonciatrice de la commune de Paris. Montmartre, Vincent van Gogh. L'artiste y vivait et était aussi très inspiré par Montmartre. On peut accéder à la butte Montmartre et le point culminant de Paris avec ses 130 mètres de hauteur grâce à des escaliers ou des rues enlacées, mais également un funiculaire original dont la mise en service eut lieu le 13 juillet 1900. Un balcon, Gustave Caillebotte. Dans le cadre de la transformation de Paris, le préfet Haussmann conçoit cet axe de grande circulation comme une voie diagonale reliant le premier cercle des grands boulevards à celui du mur des fermes généraux. Il doit pour cela ordonner la destruction de la maison dans laquelle il est lui-même né, à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Saint-Germain-l'Auxerrois, Claude Monet. C'est ici que dans la nuit du 23 au 24 août 1572 a sonné le tocsin, les fameuses cloches que personne n'aime entendre car elles alertent d'un danger imminent pour la population, annonçant l'une des journées les plus tragiques de l'histoire de France, celle du massacre de la Saint-Barthélemy. Seine et Tour Eiffel au soleil couchant, Henri Rousseau. Rousseau a peint son œuvre depuis le pont de l'Alma. Selon la tradition parisienne, lorsque le Zouave, une statue en dessous du pont de l'Alma, a les pieds dans l'eau, la Seine est en crue. Lors de la crue historique de 1910, le niveau de la Seine s'éleva jusqu'à 8,62 m et l'eau atteignit
les épaules du zouave. La statue du zouave sert donc d'instrument populaire de mesure des crues de la Seine. Lorsque l'eau monte jusqu'aux cuisses du zouave, la Seine n'est plus navigable. La joute des mariniers, Raguenet. Nous voici en face du pont au change. Le change, c'est la référence à l'argent et aux monnaies. Paris était en fait zone de commerce et nombreuses monnaies s'y déferlaient en venant de la Seine. C'est dans ce contexte que les changeurs intervenaient. Ils avaient établi leurs bancs et leurs boutiques sur ce pont. Sur ordre de Napoléon III, entre 1858 et 1860, le pont au change fut rebâti. 3 arches remplacèrent les 7 précédentes, et chaque pilier est orné du N impérial. Le pont Neuf, Auguste Renoir. Contrairement à ce que son nom semble indiquer, le pont Neuf est le plus ancien pont de Paris. Ayant été construit à la fin du XVIe siècle, avant lui, les ponts parisiens étaient principalement en bois et recouverts de maisons, mais la plupart se sont effondrés. Le pont Neuf fut donc le premier pont à être construit en pierre et sans aucune habitation dessus. Un vrai changement pour l'époque. C'est sur le pont Neuf que s'installèrent les premiers bouquinistes ambulants. Paris par la fenêtre, Marc Chagall. Rien de tel que le Trocadéro, ou Troca, balcon incomparable pour saluer en voisin la Dame de Fer, qui se dresse en vis-à-vis sur l'autre rive de la Seine. À la seconde moitié du XIXe siècle, à cet endroit, trônait le Palais du Trocadéro, un édifice de tendance éclectique, d'inspiration mauresque et néo-byzantine. Il a été démantelé en 1935 en vue de l'exposition universelle de 1937. Montorgueil, Claude Monet. La rue porte depuis le XIIIe siècle le nom du mont Orgueilleux, car elle conduisait sur une hauteur ou un petit mont, actuellement quartier de Bonne-Nouvelle, dont la rue Borgard occupe le sommet. D'après le roman de Victor Hugo, Les Misérables, la rue de Montorgueil devrait son nom à l'instrument utilisé pour porter de lourdes charges sur une basse hauteur, le cric appelé autrefois l'Orgueil. Vue sur la Seine, Camille Pissarro. Si la pointe du square du Vert-Galant attire autant, ce n'est pas seulement pour sa tranquillité ni pour son avancée insolite vers la Seine, c'est aussi pour son vieux saule pleureur, qui avec ses longues branches mélancoliques rend le lieu encore plus romantique. Cela fait plus d'un siècle que ce spécimen offre aux contemplatifs un peu d'ombre ou d'intimité. Avenue de l'Opéra, Camille Pissarro. Camille Pissarro, installé au Grand Hôtel du Louvre entre 1897 et 1899, peint 11 paysages montrant l'avenue de l'Opéra, la place du Théâtre Français et l'entrée de la rue Saint-Honoré. Dans une lettre, Pissarro dit « J'oublie de t'annoncer que j'ai trouvé une chambre d'hôtel au Grand Hôtel du Louvre avec une vue superbe de l'avenue de l'Opéra et du coin de la place du Palais Royal. C'est très beau à faire. Ce n'est peut-être pas très esthétique, mais je suis enchanté de pouvoir essayer de faire ces rues de Paris que l'on a l'habitude de dire laides, mais qui sont si argentées, si lumineuses et si vivantes. C'est tout différent des boulevards, c'est moderne en plein. Place du Théâtre Français, Camille Pissarro. Sur l'actuelle place André Malraux se trouve la Comédie Française, fondée par ordonnance royale de Louis XIV. 3 groupes de comédiens se disputent alors le public du théâtre parisien. La troupe du Palais Royal, dirigée par Molière lui-même, celle du Marais et celle de l'Hôtel de Bourgogne. Louis XIV, désireux d'une centralisation, ordonne aux comédiens de la troupe du Marais de rejoindre la troupe de Molière après la mort de ce dernier. Le roi force également la main de la troupe de Bourgogne pour qu'une troupe unique se forme à Paris.
les comédiens français s'unissent finalement le 5 janvier 1681, un pacte qui ne sera depuis jamais rompu. La liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix. De tous les personnages mis en scène par Eugène Delacroix dans sa peinture, il y en a un, dans l'arrière-plan, qui attire notre attention. Il s'agit de Notre-Dame de Paris. Tout le monde s'accorde à dire que Notre-Dame de Paris est une merveille architecturale. D'ailleurs, connaissez-vous le fameux nombre d'or ou divine proportion ? C'est un calcul qui permet d'obtenir une proportion parfaite lors d'une construction. Les architectes de la cathédrale ont défini leur plan en respectant les proportions du nombre d'or et du rectangle d'or pour un équilibre parfait du volume général de la cathédrale, mais aussi des encadrements de portes. Il faudra tout de même 182 ans pour arriver à la fin du chantier de construction. La cathédrale sort de terre en 1163 pour être achevée en 1345. Ça sera tout pour cette balade aux couleurs de Paris. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. À bientôt.